Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Questions-réponses, vous connaissez l'histoire, donc on va faire ça en freestyle, hein. Vous connaissez très bien la façon de faire, donc c'est parti. Ok, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ouais, vous me sentez, je suis un peu chaud, ouais. Je suis chaud patate, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Le Barça ne joue pas avant dimanche. Je sais pas, me posez pas ce genre de questions, les gars. Je saurais pas vous répondre. Je suis chaud, bouillant, c'est tout ce que je peux dire. Donc bon, on va partir. On va essayer de répondre à toutes les questions. On va essayer de faire ça rapide par question. Je vais faire des mini réponses, frère, parce que là, il y a quand même pas mal de questions. Je vais essayer de répondre à un maximum. Je vais pas prendre toutes les questions parce que souvent ça se répète aussi de temps en temps. Vous connaissez. Donc on commence par Nordine Moubarid qui me dit Rafinha s'est enfin réveillé en deuxième mi-temps. Il est très généreux en repli défensif. Bon match, effectivement. Rafinha le réveil. Rafinha renaît de ses cendres, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on va voir la meilleure version de Rafinha au Barça à partir de maintenant? C'est possible, c'est quelque chose de très possible, oui, effectivement. Première mi-temps, ça a été assez compliqué, hein, si on se rappelle un peu le match. Mais deuxième mi-temps, effectivement, il s'est un peu réveillé. Et bien entendu, c'est grâce à la Chavineta. Alors je sais, oui, je sais. Mais je pense qu'on peut se permettre de dire quand ça ne va pas de la part de Xavi. Il est fautif, il a fait des mauvais changements, Xavi out. T'as compris, on se rappelle de tout ça. Moi ça me fait rire un peu, ouais, ça me fait un peu rire, mais bon bref, je ne vais pas m'égarer. Mais quand on critique un peu Xavi pour ses mauvais choix, il faut aussi critiquer un peu Xavi pour ses bons choix, souligner en tout cas les bons choix de Xavi. Et je pense que les ajustements de la Chavineta à la mi-temps lui ont fait du bien, mine de rien, parce que le problème qu'a eu Xavi, c'est de vouloir faire de Rafinha un Dembélé. Voilà, tout simplement. Rafinha n'est pas un Dembélé, n'en sera jamais un sûrement. Dembélé, c'est de l'instinct, c'est du pur dribble, il peut y aller à lui tout seul sur un côté. Ça ne va pas toujours passer, hein, on le sait très bien, mais ça reste un joueur qui fait des différences à lui tout seul. Rafinha n'est pas ce style de joueur, c'est un Brésilien qui n'est pas vraiment un Brésilien au final, Rafinha. Oui, j'aimerais bien voir ton passeport, frérot. Non, tu n'es pas Brésilien. Brésilien. Rafinha, en fait, lui, c'est l'effort et après le réconfort, quoi. non, c'est un joueur qui fait les efforts, qui fait les retours défensifs, qui va faire le pressing, qui va cavaler comme un arracheur de dents. Voilà, ça c'est le Rafinha qu'on peut connaître. Et Rafinha, après, c'est la passe, la création. Rafinha est un des joueurs les plus décisifs depuis le début de l'année, là, depuis janvier. Donc déjà, forcément, ça montre que c'est un joueur assez décisif, mais c'est surtout dans la création de passe, en fait. Dembélé, il est important, intéressant par rapport à sa percussion. Rafinha, c'est pas un joueur comme ça. En fait, Xavi, voilà, l'erreur qu'il a faite au départ, c'est de vouloir que Rafinha fasse ce que fait Dembélé. On sait que c'est pas possible. Moi, je vous avais dit déjà, on en a déjà parlé. Je pense que Dembélé n'a pas besoin d'un latéral et même des fois, il vaut mieux pas. Qu'il ait un latéral dans les pattes parce que ils vont se marcher dessus tous les deux. Par exemple, quand Dembélé est côté Baldé, ça marche pas trop en fait, ça fonctionne pas vraiment. Et le problème qu'on a avec Rafinha, c'est que lui justement c'est l'inverse. Il faut que lui il rentre dans l'axe, qu'il prenne ce demi-espace droit, la fameuse zone Rafinha, une marque déposée, la zone Rafinha, ça va s'appeler maintenant. Mais Rafinha il aime bien rentrer dans l'axe et être dans cette zone là, soit pour être à la création dans la passe, soit pour tenter même un tir aussi. S'il est en confiance, il peut tenter des tirs dans cette zone là. Bref, c'est un joueur qui peut faire des différences proches de la surface. C'est pas un joueur vraiment total de couloir qui va coller la ligne, tu vois. Et le problème là-dedans, c'est que il nous faut un latéral droit qui est offensif. Donc contre Séville, ça a fonctionné parce que les mecs sont pas très bons, voilà, et défendent peut-être pas hyper bien. Koundé, il a fait le taf. Je dis pas que c'est pas à l'honneur du Barça hein, d'avoir remporté ce match, mais voilà, disons que c'était pas non plus la meilleure défense d'Europe en face. Donc Koundé, il peut faire le taf et tout ça. Il a fait le taf en montant. On a vu les ajustements en fait à la mi-temps, deuxième mi-temps. Koundé a joué beaucoup plus haut, il a pris le couloir au lieu de prendre cette zone du milieu de terrain plus, il a pris le couloir Koundé et Rafinha est rentré dans l'axe en fait. Et là ça s'est mieux passé pour tout le monde en fait. Et c'est pareil pour les ajustements avec Kessié, mais ça on répondra après, il y a d'autres questions sur Kessié. Question ensuite de Zemanika qui nous dit un double pivot Frenkie de Jong Pedri ou Frenkie de Jong Kessié. Je pense que Kessié est plus défensif, ce qui peut libérer Frenkie de Jong. Donc c'est pas faux. Moi de base je me suis dit ça serait pas mal de tester un double pivot Kessié-Frenkie, je pense que ça peut fonctionner. Je pense que les deux ont déjà joué en double pivot et je pense qu'ils savent très bien le faire. Frenkie, on l'a très bien vu là depuis le milieu à 4, il sait très bien le faire. Maintenant, ce qu'on a vu contre Séville, c'est que on avait besoin d'un mec au milieu
qui sache distribuer comme peut le faire Busquets, qui a cette vision de jeu, qui a cette qualité de passe, ce jeu long, tout ça. Et Pedri est plus dans ce profil-là. Donc, c'est ce qu'on a vu en première mi-temps, en fait, quand Kessie il a remplacé Busquets. Kessie était censé être plus bas, je pense. Je n'étais pas dans la tête du joueur ni du coach, tout ça, mais de ce que j'ai compris, moi, c'est que Kessie rentre pour remplacer Busquets, donc pour être un peu plus bas sur le terrain. Mais il jouait comme s'il était plus haut, tu vois. Comme quand il a joué depuis le début qu'il arrive au Barça, c'est-à-dire milieu intérieur, droit ou gauche, mais un cran plus haut, tu vois, sur le terrain. Donc ça fonctionnait pas, ça se marchait dessus. On l'a vu, hein, j'avais mis dans mon analyse après-match, j'ai mis hier là la position des joueurs. On avait vu que Frenkie, Kessie, Pedri, Gavi, ils jouaient tous dans la zone à gauche du terrain, tu vois. Il y avait personne vraiment dans le milieu droit, intérieur droit, tout ça, il y avait personne dans cet endroit-là et ça ne collait pas. Donc en fait, les ajustements après la mi-temps de Xavi, c'est que il a fait monter clairement plus haut Kessie, qui a joué proche qui se projetait en fait dans la surface et c'est de là qu'est venu le but d'ailleurs, hein. Donc la victoire est venue grâce à Kessie, Jordi Alba, tout ça, les joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est aussi grâce aux ajustements de Xavi, et évidemment, ça aussi, il faut le souligner. Mais du coup, est-ce qu'on va voir un Kessie plus bas ou un Pedri plus bas à la place de Busquets? Je pense que ça dépendra vachement de l'équipe en face, parce que c'est pas parce qu'on a vu ça contre Séville que c'est ça qui va se passer tout le temps. Déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment l'adversaire et son système. Là, Séville, ils ont joué à 5 défenseurs, en 5-4-1. Donc évidemment, bah, il fallait mettre peut-être plus de la puissance, le côté un peu plus projection dans la surface que peut avoir Kessie, plutôt que Pedri qui aime bien avoir plus le ballon et gérer le tempo, faire les passes, tout ça. Et ça a bien marché. Pedri c'est plus un joueur comme ça. Kessie, de ce qu'on a vu au Barça, en tout cas pour le moment, il s'en sort un peu plus il fait des bons appels, des bonnes projections, tout ça. Il a déjà marqué un but de la tête sur une passe, quoi. C'était Rafinha en plus, c'était en Coupe d'Espagne où il se projette dans la surface et Rafinha lui fait une passe, il fait un petit but de la tête. Bref, il a l'air plus intéressant dans ce rôle-là, en tout cas au Barça, et ça marche plus. Visiblement. Donc contre les blocs bas, ça se trouve on aura Kessie plus haut, et contre des blocs pas forcément bas, pas forcément très regroupés, des équipes qui jouent au ballon, peut-être que Kessie sera un peu plus bas pour jouer la sécurité, ce côté défensif que tu dis, et Pedri sera un peu plus haut pour jouer le côté créatif plus proche de la surface. Donc ça dépendra à mon avis des adversaires. Ensuite on a une question de Babsny77 qui dit: tu penses qu'avec cette blessure de Busquets, le système à 4 est toujours le bon système, la bonne chose? Ça dépend, ça dépend les gars. D'ailleurs pour être plus clair avec ça, le système à 4 milieux, il est loin de moi l'idée de faire le gars qui s'y connaît de ouf plus que les autres, hein. Je dis juste que faut faire attention avec ce genre de truc, parce que après le milieu en 3-4-3 comme ça, le milieu à 4 en carré, il a été on va dire démocratisé là pour les fans du Barça surtout, avec tout ce qui se dit autour de ça, tu vois, parce que c'est très clair que voilà, on joue comme ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout analyser dans le match. Par exemple, en première mi-temps on a joué comme ça, en deuxième mi-temps on n'a plus joué avec un milieu vraiment à 4 en carré avec 3 attaquants. En deuxième mi-temps on a joué à 2 derrière au lieu d'être à 3. Déjà Koundé il était dans le couloir la plupart du temps quand on avait le ballon, hein, je précise, en phase offensive. Koundé il était clairement dans le couloir. Je peux prendre mon tableau, enfin moi il y a aucun problème. En gros on était plus comme ça, pour dire, pas vraiment encore. Là c'est vraiment un truc vraiment à l'arrache, mais disons que Koundé il était là, Rafinha il était là, Lewandowski, Gavi, bon, et au final ils étaient plus là, il y avait pas grand monde là, donc Rafinha là il y avait Jordi Alba qui était un peu plus bas au final, donc c'était un peu un truc comme ça. Et Kessie, tu vois, limite il venait là, tu vois, et on avait un milieu, on était presque comme ça, tu vois, je dirais. On avait Araujo Christensen en défense qui restait, parce que vu qu'il y a qu'un attaquant. Là, tu vois, j'ai mis 2, mais il jouait pas en 5-3-2. Il jouait en 5-4-1. Donc, en gros, il y avait un attaquant qui restait. Donc, nous, on peut rester, s'il y a qu'un seul attaquant, on peut rester à 2 défenseurs sur lui, tu vois, sur la Nessiri. Ça, y a pas de problème. Là, t'as 4 joueurs là, donc il faut mettre un peu de supériorité. Donc, c'était un peu comme ça, tu vois. Avec un Frenkie, un Pedri, qui s'échangeaient un peu leur rôle. Un Jordi Alba qui montait, mais des fois qui se projetait, mais qui restait un peu là pour le jeu de passe et aider un peu. Mais ça avait un peu sa tronche, en gros, je pense, hein. C'est un peu une tronche bizarre, mais en vrai c'était à peu près comme ça, tu vois. Donc on jouait pas, tout ça pour dire qu'on jouait pas forcément avec 4 milieux, en gros. On jouait là avec on jouait avec 2 milieux, tu vois, limite. On avait presque 6 attaquants en fait, avec Koundé et Jordi Alba qui prenaient le couloir, et dans l'axe on avait Gavi, Lewandowski, Rafinha, tu vois.
avec même Chessier qui montait en fait. C'était, il y avait énormément de joueurs en fait. Plus tu mets de défenseurs en fait, plus faut mettre d'attaquants tout simplement. Il y a pas à chercher les gars. Hein. Je pense que quand tu joues, c'est assez simple. Je pense qu'il faut prendre ça. Le football est assez complexe, hein, je pense quand même. Mais des fois, faut le prendre simplement, se dire qu'il y a 5 défenseurs en face. Eh ben tu mets 6 attaquants, tu vois. Plus ou moins. Il faut, moi c'est ce que j'ai lu tout à l'heure un truc sur Twitter, j'ai vu passer ça, je trouvais ça assez intéressant. Qu'il faut se baser par rapport en fait à la défense adverse et à l'attaque adverse quand ils ont pas le ballon. C'est-à-dire quand s'ils sont regroupés à 5 derrière, bah faut que tu mettes 6 attaquants et s'ils sont en 5, 4, 1 derrière, eh ben tu vas mettre deux défenseurs. Parce que en gros, en contre-attaque, quand ils vont attaquer, ils auront qu'un seul attaquant et faut être en supériorité en fait, à chaque fois, en attaque et en défense. Le principe est assez simple. Après, évidemment, pour le mettre en place sur le terrain, c'est encore différent. C'est sur ce principe assez simple et je trouve que c'est assez une façon de voir le football assez simple, mais assez cool aussi. Voilà, tu te prends pas la tête. T'as 5 défenseurs en face, frère. Il faut avoir la supériorité, toujours. Donc tu mets un maximum d'attaquants. Bon, après, dit comme ça paraît assez idiot, mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec la blessure de Busquets, milieu à 4, bon, je pense que oui, je pense que Xavi a pas envie de changer les choses parce que on l'a vu, quand Busquets s'est blessé, Xavi aurait très bien pu passer un milieu à 3, on va dire Gavi, Pedri et Frenkie en 6, et il aurait pu mettre Ansu Fati, je pense qu'il serait rentré à la place de Busquets, donc, et Fati aurait pris le couloir, et on aurait joué en 4-3-3, on va dire, même si c'est pas vraiment un 4-3-3 en phase offensive, tu connais, mais on aurait joué plus ou moins en 4-3-3. Et c'est pas ce qu'il a voulu faire, hein. Visiblement, il a mis Kessié pour rester avec ce milieu à 4. Donc ça prouve aussi à certains détracteurs, on va dire, de Busquets qui disent que on joue avec un milieu à 4 juste pour que Busquets soit dans les bonnes conditions. Visiblement non. Visiblement non, parce que même sans Busquets, je joue quand même avec un milieu à 4. Je pense que c'est toujours la bonne chose. Après, ça dépend les équipes en face, évidemment, faudra s'adapter. Ensuite, on a une question, enfin qui n'est pas vraiment une question, de Jean-Baptiste qui dit que Gavi qui va célébrer avec Dembélé sur le banc là, ça fait plaisir, enfin dans les gradins. Ça fait plaisir, non, ouais, exactement, ça fait plaisir, franchement, ça montre un peu la cohésion d'équipe, la joie qu'il y a dans cette équipe, les bonnes ententes, tout ça. Après, on sait, Dembélé et Gavi, ils sont assez proches, ils sont assez potes. Il y a beaucoup de connexions, il y a la connexion, comme j'en parlais, je sais plus quand, mais il y a la connexion un peu nordique, on va dire, avec Lewandowski, Christensen, Ter Stegen, Frenkie, tu vois, un petit groupe comme ça. T'as la connexion un peu espagnole, forcément, où les mecs s'entendent tous assez bien. Donc voilà, c'est bien. Il y a une cohésion dans l'équipe, de toute façon, tu le vois. Gavi, c'est un mec qui rassemble aussi. C'est un mec qui rassemble beaucoup par son comportement. Gavi, c'est pas un mec qui se pose des questions, c'est un mec qui aime beaucoup le club. C'est un mec qui va célébrer à fond aussi avec tout le monde. C'est un mec que tu peux pas détester quand t'es dans son équipe. C'est assez bizarre. Il peut avoir un comportement sur le terrain, tu vois, assez agressif, mais quand t'es avec lui, il donne tout pour toi en fait. Il donne tout pour le maillot et c'est le genre de gars qui va connecter les gens aussi, tu vois. Quand il fête, il va célébrer, on l'a vu aussi, il appelle les remplaçants, venez, il appelle Ferran Torres, je crois, et c'était peut-être Ansu Fati qui était en train de s'échauffer, il les appelle pour venir célébrer avec eux, voilà, il est toujours là à célébrer avec tout le monde, à emballer tout le monde là, genre à grimper sur le dos de tout le monde. Voilà, c'est un mec qui t'y rassemble, j'ai envie de dire, donc ça c'est cool, mais il y a une belle cohésion d'équipe, ça fait plaisir aussi. Ensuite, question de IBJR MHD qui dit Christensen et Araujo, top 3 des meilleurs défenseurs centraux de Liga. Il y a moyen, oui, je pense qu'on peut considérer que nos défenseurs, on peut inscrire Koundé là-dedans, font partie des meilleurs défenseurs de Liga. Je pense que de toute façon on a la meilleure défense, enfin c'est pas je pense, on a la meilleure défense, donc je pense que oui, ils font partie même des top 3, tu rajoutes Koundé et je pense qu'ils font partie des 3 meilleurs défenseurs centraux de Liga. J'ai par curiosité un peu regardé avant la vidéo, de regarder un peu les stats défensives, c'est-à-dire les tacles, les interceptions, tout ça, les défenseurs sont pas dans ces classements là, donc on pourrait se dire ben les défenseurs au final ils font pas beaucoup de tacles, donc ils font pas partie des meilleurs défenseurs, mais non, que nenni, tu sais bien, si tu réfléchis un petit moment, tu sais très bien que le Barça, la plupart du temps ils ont le ballon, donc effectivement les tacles, tout ça, les interceptions, bah, nos défenseurs ils en font moins. Par contre, en termes de passes, ceux qui ont les meilleurs taux de passes et le plus de passes réussies en Liga en moyenne par match, ah bah le deuxième c'est Christensen, hein. Le premier c'est Kroos, qui est bon dans ce domaine évidemment. Le deuxième au classement c'est Christensen. Je vais essayer de vous afficher d'ailleurs là le classement. Deuxième c'est Christensen, là je l'ai pas sous les yeux, mais troisième c'est Koundé en termes de moyenne, de nombre en fait de passes réussies par match en moyenne. Christensen et Koundé qui sont dans le top 3. Puis après dans ce classement il y a Frenkie qui est très bon aussi dans ce domaine. Busquets il est pas dans le top 10, j'ai quand même vérifié, il est juste derrière Jordi Alba qui est 10ème. 9ème Eric Garcia évidemment, et 8ème Araujo qui est un grand kiff aussi de voir Araujo dans ce classement. Mais tu vois que les défenseurs ils sont
sont meilleurs dans les passes, dans les classements des passes que dans les classements des tacles. C'est parce qu'on a le ballon et tout ça et c'est normal. Mais effectivement, on a une défense de feu. On a fait 15 clean sheets, les gars, cette saison en Liga, c'est assez monstrueux. Ensuite, on a Bad Zone Young Line qui dit « Je suis confiant, je suis totalement confiant avec l'équipe et 8 points d'écart, on va la gagner cette Liga. » Alors, calmons-nous. Je vais te diriger tranquillement vers Say Papa 077 qui a dit « Attention aussi à la hype, la Liga est loin d'être gagnée. » Effectivement, la Liga est quand même assez loin d'être gagnée. On est encore un peu loin de tout ça. Je pense qu'il faut continuer à bosser tout simplement, sans trop se prendre la tête, sans trop réfléchir et commencer à se mettre la pression tout seul. On est sur une bonne lancée, je pense. Enfin, quand je dis la pression, je parle des joueurs, hein, évidemment, les supporters, hein, on peut faire ce qu'on veut, mais les joueurs, il faut pas qu'ils se mettent la pression, il faut qu'ils travaillent, comme ça, qu'ils prennent match par match, tout simplement. Évidemment, entre-temps, il y aura quand même la Coupe d'Espagne contre le Real Madrid et bien entendu l'Europa League là, contre Manchester United, qui vont être des matchs assez compliqués à gérer quand même, hein, même si le Classico, même si le Real, on rigole un peu, mais ça reste quand même des Classicos, il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression, donc il faudra pas se faire bousiller par ça. Évidemment, il y a les blessures aussi, si possible, ça serait quand même pas mal de plus avoir de blessés, et voilà. Après, maintenant, il faut, j'ai vu Xavi, soi-disant, aurait dit que, c'est des infos qui sont sorties aujourd'hui là, qu'il va essayer de remettre Ferran Torres, qu'il compte sur Ferran Torres parce que c'est un joueur intelligent, parce que c'est un joueur qui peut jouer aux 3 positions en attaque, hein, c'est-à-dire ailier gauche, ailier droit et même en faux neuf. Il peut jouer au milieu aussi, on l'avait déjà vu contre, ça avait pas été fameux, mais je pense qu'il peut le faire, contre la Real Sociedad en début de saison, quand on avait testé le 3-4-3, avec un double pivot, Frenkie, je sais plus qui c'était au milieu, mais il y avait Frenkie avec quelqu'un d'autre, je pense pas qu'il y avait, je crois que Busquets s'était suspendu en fait, donc il y avait pas Busquets, ça avait pas marché du tout, Frenkie était pas à l'aise et tout ça, en deuxième mi-temps on avait changé, mais bref, et il y avait Ferran Torres qui avait joué en faux ailier, qui rentrait au milieu de terrain, mais en vrai, Xavi, il joue pas un poste de milieu de terrain, évidemment il redescend au milieu pour aider, mais c'est plus un poste d'ailier qui rentre vraiment dans l'attaque, dans l'axe, tu vois, il joue assez haut quand même Xavi, donc Ferran Torres peut très bien le faire, même Ansu Fati à mon avis peut très bien le faire. Ça changerait pas grand chose. Alors on dirait, on joue plus à 4 milieux, un milieu à 4. Ça serait assez équivalent s'il y avait Ferran Torres à la place de Xavi là. Je parle pas en tant que talent, en termes de talent, tout ça. Hein. Je parle juste en termes de profil, je pense que ça changerait pas grand chose à l'animation de l'équipe. Et je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais bref, 8 points d'écart, c'est pas si grand que ça. Il faut continuer à bosser dans la même direction, on va dire. Et après, on fera les comptes en fin de saison. Juninho qui nous dit quel match de Rafinha, enfin le réveil. Force à toi, tonton Café, merci pour la force frérot. Juninho, Pernambucano. Quel match de Rafinha, ouais, quel réveil en deuxième mi-temps. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on va faire assez bref sur celle-là, mais je pense que Xavi il a bien cerné le truc. Rafinha est mieux quand il rentre dans l'axe, plus à l'aise que de l'enfermer dans un couloir. Il a fait aussi des bons appels dans la profondeur, il a été servi, il a été dangereux là-dedans, donc c'est bien. C'est bien, et on l'a senti en confiance en fait. Rafinha, à partir du moment où il a réussi un peu ses passes, il a commencé à faire, il a réussi 2-3 trucs, il a fait une passe décisive pour Gavi là tu l'as senti vraiment à l'aise en fait. Tu l'as senti vraiment à l'aise, balle au pied, il redescendait. En fait, quand il est rentré un peu dans l'axe, il était beaucoup plus à l'aise, même s'il jouait assez bas, de temps en temps, il descendait un peu beaucoup pour aider à la construction, tout ça. On l'a senti plus à l'aise dans son langage corporel, comme je disais, dans l'analyse. Le gars, tu l'as senti plus, je sais pas, libéré un peu d'un poids, tu vois. Il paraissait plus serein, balle au pied. Je sais pas, je saurais pas trop l'expliquer, mais voilà. Donc, est-ce que c'est un réveil? C'est possible. C'est possible que psychologiquement, de toute façon, ça va lui faire tellement de bien, ça. Et on verra au prochain match, mais je pense qu'il va être de plus en plus à l'aise. Ensuite, on a Nisco qui dit, d'après toi, que manque-t-il à cet effectif pour performer en Europe? Ligue des champions, Europa. Bah, que manque-t-il à cet effectif? En début de saison, moi c'est ce que je disais, il manquait du temps. Il manquait du temps à l'équipe pour se faire déjà au système, aux idées de Xavi. Ça c'est ce qu'on est en train de voir là et ça fonctionne très bien. Comme quoi, hein, des fois il faut juste attendre un petit peu et avoir confiance. Et après c'est les automatismes aussi, que les joueurs se connaissent parfaitement. Là c'est ce qu'on voit aussi, hein, les joueurs commencent à se connaître de plus en plus. Au milieu on voit que c'est très fluide. Les associations des joueurs ça marche très bien, tu vois. On a trouvé le système qui gagne évidemment. Maintenant après, les matchs de coupe, tout ça c'est toujours différent. C'est pas la même pression, c'est pas les mêmes trucs, tu peux être éliminé direct. Donc peut-être que l'expérience joue un peu, mais je pense aussi qu'il faut être plus tueur, hein, tout simplement. Je pense des fois on n'est pas assez efficace. On joue bien, on maîtrise bien les matchs, on défend bien. Maintenant faut être tueur devant.
Après, je dis pas qu'on l'est pas non plus, on est quand même assez efficace devant. Généralement, on a eu une petite période de moins bien quand il n'y avait pas Lewandowski là et qu'on jouait que contre des blocs bas compacts et tout ça, c'était compliqué pour nous. Mais en soi, on reste quand même assez efficace, je pense. C'est juste, ça manque d'un petit truc et ça manque évidemment, là, pour moi, là, peut-être la chose la plus importante, c'est d'avoir un banc. Parce que là, tu vois très bien que Dembélé n'est plus là. Bon, Rafinha est en train de faire le taf et en train de se réveiller un petit peu, c'est cool. Busquets va être absent, Kessié pour l'instant ça va, mais derrière, il y a quoi du coup? C'est Rafinha, Kessié qui performe, on va dire que normalement c'est logique, tu vois. Rafinha c'est censé être un bon joueur, Kessié c'est censé être un bon joueur, c'est des mecs qui sont censés, s'il y a un problème, ils jouent, ils sont censés être bons, tu vois. Après, Ansu Fati, Ferran Torres, ils sont censés apporter quelque chose aussi, je dis pas qu'ils sont censés porter l'équipe, tu vois, mais ils sont censés apporter quelque chose et être assez bons quand même, des joueurs qui sont corrects, je dis pas que c'est des grands joueurs, mais t'as compris quoi, ils sont censés apporter un minimum à cette équipe, et pour l'instant c'est pas le cas. Regardez Jordi Alba, il est remplaçant de Baldé, je pense qu'on peut dire qu'il est remplaçant de Baldé, et il apporte vraiment beaucoup en plus. C'est un des joueurs qui fait le plus de passes clés en Liga cette saison, alors qu'il a perdu sa place. Ça reste un joueur pour ses qualités de passe qui est assez importante. Après évidemment en termes de défense c'est pas la folie Jordi Alba, mais voilà. Mais ça manque un petit peu. Ça manque un peu de qualité en attaque, tu vois. Ferran Torres en Ansu Fati, s'il performait, ça serait déjà beaucoup mieux, tu vois. Et on pourrait s'appuyer un peu et faire tourner un peu plus de temps en temps, tu vois. Au milieu de terrain, bah, on avait Kessié qui pouvait rentrer dans la rotation. Maintenant, il va être titulaire et Busquets va être un peu absent là, au moins pour le premier match de Manchester United. Compliqué. Derrière, s'il y a un problème, tu mets qui? Il y a Pablo Torre, mais Pablo Torre, la dernière fois qu'il a joué avec la B, déjà, c'était assez catastrophique. Parce qu'il manque de rythme, tout ça. Je dis pas qu'il manque de talent, mais ça manque de rythme énormément. Donc, si tu nous manques clairement, c'est d'avoir un banc vraiment de qualité. Ensuite, on a Rima qui dit, pas de question, je veux juste le discours de Xavi à la mi-temps pour me booster le matin. Xavi, c'est très simple ses discours. À chaque fois, c'est hostia puta. Genre, tu le vois sur ses lèvres, à chaque fois, il est là, hostia puta, puta hostia. Voilà, c'est tout. C'est juste ses discours, c'est ça. Donc voilà. Si ça peut t'aider pour te booster, voilà. Ensuite, on a Andrea qui dit Lewandowski pas très à l'aise avec ce système de jeu, je le trouve frustré, t'en penses quoi? Je pense pas qu'il soit pas à l'aise. Mal à l'aise avec ce système de jeu. Je pense qu'on l'a très bien vu contre le Real Madrid où il a claqué un but, une passe décisive de la part de Lewandowski. Donc c'était assez bien. Pourtant c'était le même système avec Gavi et tout ça en foyer. C'était exactement les mêmes joueurs qu'on a là, sauf qu'il y avait Dembélé. Mais non, je pense pas qu'il soit mal à l'aise vraiment. Mais des fois, en fait, je pense que quand on joue contre des blocs bas, et c'est pareil quand on avait Ansu Fati qui était à ce poste, c'est pour ça que je ne veux pas trop critiquer Ansu Fati en l'absence de Lewandowski, parce qu'on a joué que contre des blocs bas, des défenses à 5 où les mecs sont 3 dans l'axe, regroupés dans l'axe. Donc quand tu joues dans l'axe, t'as 3 gars qui sont sur toi et généralement c'est des défenseurs centraux et généralement les défenseurs centraux sont assez costauds. Donc évidemment c'est compliqué d'aller toucher des ballons et tout ça. Si on t'envoie des ballons à chaque fois aériens, faut y aller, tu vois, tu t'es tout le temps au contact des joueurs assez costauds. C'est pas évident de faire des matchs comme ça, c'est pas très agréable, donc t'es obligé un peu de dézoner, d'aller chercher un peu le ballon, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de trop critiquer Ansu Fati, parce que Ansu Fati dans le contact c'est encore pire que Lewandowski, largement pire. Donc je pense que c'est pour ça qu'il dézone un peu, qu'il fait ça, mais en vrai contre des blocs, on va dire des équipes qui jouent au football, des défenses à 4, je pense qu'il est un peu plus à l'aise et ça se passe beaucoup mieux. C'est comme ce qu'on a vu contre le Real Madrid par exemple. Même si le Real défendait pas vraiment à 4, ils étaient plus à 5 avec Valverde qui venait aider sur le côté, mais bon bref. Ensuite on a Victor Bichet qui dit par contre c'est quoi ce qui se passe là avant chaque match important, on perd nos cadres. Ouais. Moi, j'ai capté, c'est un abonné aussi qui me l'a fait remarquer, mais j'avais capté ça aussi, je me suis dit, à chaque fois quand je fais un live avant les matchs et qu'il y a un gars qui dit, imaginez, il y a une blessure, il y a un mec qui se blesse. La dernière fois, quand le Dembélé s'est blessé, les gars, il va falloir trouver ce gars-là. Il va falloir le trouver. Non, je plaisante. Mais dans mon live d'avant-match, il y a un abonné qui dit, il faudrait pas que Dembélé se blesse. Le match arrive et Dembélé se blesse. Là, ça a parlé de blessé aussi juste avant le match de Séville, qui dit, faudrait pas qu'il y ait des blessés et Busquets se blesse au bout de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Je pense qu'il va falloir quand même trouver cette personne. Je sais pas qui c'est, mais arrête tes bêtises frère. Ensuite question de Olivier qui dit hola frérot, Kessié est très bon, un bon présage pour la suite de la saison. Hola frérot, comment estás? Muy bien, et tout. Kessié est très bon, ouais. Kessié est très bon, un bon présage pour la suite de la saison, c'est bien, ouais. C'est bien, il va avoir son temps de jeu. On va voir, ça va peut-être changer la dynamique aussi, la psychologie pour le joueur. Le fait de jouer plus souvent, tout ça, ça va le mettre dans de bonnes conditions, forcément, parce que, évidemment, on peut critiquer les performances de certains joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, c'est assez facile. Moi-même, je l'ai fait, il n'y a pas de problème avec ça, je n'ai pas de honte, je ne retourne pas ma veste, mais il n'empêche que c'est assez difficile de vraiment avoir de la continuité et essayer d'être en forme et en rythme si t'as pas souvent beaucoup de temps de jeu, tu vois. C'est pas évident forcément.
C'est pas évident, ça n'aide pas en tout cas. Donc après, c'est sûr que quand le mec rentre, il peut pas trop être à 100% ou montrer vraiment son meilleur visage. Là maintenant, Kessié, le bon truc pour lui, c'est qu'il va avoir l'occasion pendant quelques matchs de le faire, déjà, de sûr. Après, si Busquets revient, je pense que quand même Busquets va revenir dans ce milieu-là parce qu'il est trop important. Hein. Peu importe ce qu'on peut penser de Busquets, les gars, ça reste le joueur qui récupère le plus de ballons de l'équipe. Hein. Très important pour à la récupération et très important pour la construction de jeu, pour les sorties de balles, pour beaucoup de choses. Ça permet aussi à Pedri de jouer plus haut. Là, je pense qu'avec le Kessié, Pedri va redescendre jouer plus bas et Kessié jouera plus haut. Donc on aura moins de création, moins de Pedri Potter proche de la surface. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Mais c'est bien pour Kessié, c'est bien pour la suite de la saison parce que oui, il va pouvoir enchaîner, se mettre en confiance et quand on fera appel à lui, quand de temps en temps, il pourra plus rentrer dans la rotation. Tu auras moins peur, on va dire, de changer ton milieu. Si le mec est là et il fait des bons matchs vraiment, il n'y a pas de problème. Il peut jouer un match sur deux, il peut jouer être titulaire. Voilà, tu fais rentrer beaucoup plus tôt. Enfin, tu vois, t'as pas peur, on va dire, de mettre le gars sans. C'est pas question du gars, tu vois. T'as pas peur de mettre Kessié parce qu'il est nul. C'est pas ça le truc que je dis. C'est que t'as peur de casser la dynamique au milieu. Le milieu, il fonctionne très bien. Busquets, Frenkie, Pedri, Gavi plus haut, ça fonctionne très bien. Mais si Kessié est vraiment à un bon niveau, t'auras pas peur de mettre Kessié, de l'intégrer comme ça en cours de match parce que tu sais très bien qu'il va faire le taf. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on a Greg qui dit le Barça de la deuxième mi-temps est juste injouable pour toi. Qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais essayer de faire bref aussi, même si je fais jamais bref. Ce qui a changé, c'est la chavinette qui a donné ses instructions, qui a ajusté un petit peu. On est passé d'un 3-4-3 avec Kessié, Frenkie en double pivot, un Jordi Alba qui monte sur le côté, voilà, avec un Gavi Lewandowski qui était assez proche. Les deux étaient assez proches sur le côté gauche. On avait un Rafinha esselé sur la droite qui ne peut pas faire du Dembélé et être esselé sans que ça pose de problème. Un Koundé un peu haut mais qui vient s'intégrer plus au milieu de terrain. Et en deuxième mi-temps, tout simplement un Koundé qui monte, qui prend le couloir, Rafinha qui rentre dans l'axe, donc ça a donné un Rafinha un peu plus à l'aise et un peu plus dangereux aussi. C'est ce qu'on a vu sur la plupart des buts, les gars, vient aussi de Rafinha. Le premier but, c'est aussi Rafinha qui rentre dans l'axe, faire son appel. S'il avait été dans le couloir collé à la ligne, revoyez l'action du but, les gars, quand je l'ai analysé hier, quand on voit que la passe de Christensen pour Rafinha dans la surface, il la passe à Kessié, il la passe à Jordi Alba, on voit dans le couloir, c'est Koundé qui colle la ligne. Si là, à la place, ça avait été Rafinha, Rafinha, tu vois, n'aurait pas été dans l'axe et il n'y aurait peut-être pas eu cette action. Donc déjà, le placement de Rafinha est assez important. Et évidemment, le placement de Kessié aussi, parce que sur le premier but, pareil, le placement de Rafinha et de Kessié ont débloqué le premier but. Et ça, c'est les ajustements de Xavi à la mi-temps, tout simplement. Donc c'est ça les changements et qui ont fait qu'on était aussi injouable. Ensuite, on a Riyad Mounir qui dit la confiance sur le visage des joueurs n'est pas si beau à voir. Enfin, c'est une question. Si, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore voir les célébrations. C'est un truc que je me remate le soir, en fait. Je regarde juste les célébrations des buts. et voir la célébration de Rafinha, la célébration de Gavi, la célébration de Jordi Alba, tout ça, voir les joueurs... toi, tu parles de confiance. Moi, je parle là, c'est plus de la joie, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tu vois, effectivement, tu vois dans le match, les joueurs sont beaucoup plus confiants. Ils ont confiance en eux, tout ça, il y a pas de problème. Mais de toute façon, ça comme je l'ai déjà dit, hein, ça vient de la défense. Grâce à notre défense qui est monstrueuse et imperméable, et effectivement, t'as beaucoup plus confiance après derrière. Tu peux pratiquer un football un peu plus risqué et te faire un peu plus plaisir. Parce que derrière, t'as des mecs comme Christensen qui est impassable. Hein, contre Séville, à chaque fois, le gars, il récupérait tous les ballons. Araujo, si tu t'approches de lui, il te soulève, frère, comme un gamin. Il est là, il te porte dans ses bras. Allez, viens, tu vas boire le biberon, frère, et tu vas aller à la sieste. Bah ouais. Et Koundé qui est dans l'anticipation aussi, dans l'agressivité, l'anticipation est toujours là et tout. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc c'est beau à voir. Ouais. Ensuite, il y a Serine qui dit on a de la chance d'avoir Frenkie, milieu de terrain 6, 8, 10, il peut même jouer défenseur. Bah oui, il peut tout faire, Frenkie, c'est ça qui est pratique. Mais c'est ce que je disais, hein, la dernière fois, c'est que c'est bien qu'il puisse tout faire. Tu peux le mettre un peu partout. Si tu veux bricoler. Si t'as besoin d'un 6 qui a pas Busquets, tu peux le mettre seul en 6. Si t'as besoin d'un double pivot avec quelqu'un d'autre, il peut jouer double pivot. Si t'as besoin d'un relayeur alors que t'en as pas, il peut le faire aussi. Il peut tout faire, mais ce qui est parfait avec le poste actuel de Frenkie, c'est que justement il fait tout au même poste en fait. C'est toutes les qualités réunies en un seul poste. C'est pour ça que je dis que ce poste-là, il est un peu fait sur mesure pour lui aussi, c'est que il redescend assez bas
limite placé en défenseur plus latéral gauche, tu vois, pour ressortir les ballons. Après, ensuite, il remonte en double pivot, en 6 des fois pour faire le jeu, tout ça, pour combiner avec Busquets. Ensuite, il grimpe quand il a besoin de se projeter, quand il faut se projeter, qu'il y a besoin. Il se projette aussi et il est en 8. Enfin bref, c'est magnifique. Il y a tout en un sur ce poste-là. Et effectivement, il y a que dans les types qu'on a là, il y a que Frenkie qui peut le faire aussi bien en tout cas. Dernière question qui n'est pas une question de Malétal 26 qui dit Busquets s'est blessé au bon moment, Kessié peut le faire face à Manchester United. Alors, tu ne peux pas avoir plus tort que ça. Désolé. Je peux pas être méchant, frère, mais non, il n'y a pas de bon moment pour se blesser, pour perdre un joueur fondamental, parce qu'on rigole avec ça, avec Busquets fondamental. Beaucoup veulent que Busquets se barre et tout ça, mais Busquets reste un élément clé de l'équipe, et le perdre juste avant Manchester United, c'est peut-être la pire chose qui peut se passer, avec la perte de Dembélé, tu vois. Au final, de toute façon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les joueurs sont indispensables dans l'équipe. Je pense que celui qui est le moins indispensable dans l'équipe actuellement, franchement, c'est très difficile de dire qui ça pourrait être déjà, mais c'est possible que ce soit, et encore je suis même pas sûr, mais je dirais peut-être Gavi. Et encore c'est très bizarre pour moi de dire ça, parce que je pense qu'il est quand même assez fondamental dans le pressing, dans le contre-pressing, dans l'agressivité et l'intensité qu'il met. Donc pour moi il est un peu indispensable par ça, mais disons que pour construire les actions, tout ça, surtout pour ça, en phase défensive évidemment il est indispensable, mais non, pour construire les actions, pour contrôler le jeu, celui qui est peut-être le moins indispensable, c'est Gavi, mais peut-être que je me trompe, mais je dirais ça, ouais. Parce que si t'as un Ansu Fati ou un Ferran Torres, je pense qu'ils peuvent, je dis pas que là ils sont actuellement en forme pour le faire, mais ils pourraient faire tenir le rôle qu'a Gavi. Que Busquets, personne peut tenir son rôle à part Pedri en fait. Le seul qui peut tenir un peu le rôle de Busquets, c'est Pedri, et peut-être Frenkie, donc voilà. Kessié ne peut pas prendre le rôle de Busquets, les gars. On peut dire ce qu'on veut de Kessié, ce qu'on veut de Busquets, c'est pas du tout les mêmes profils, et Kessié pourra jamais faire ce que Busquets fait, tout simplement. Voilà. Perdre Busquets à ce moment-là, c'est une très mauvaise nouvelle. Voilà, on va finir là-dessus. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle est pas trop longue. On se retrouve demain sûrement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va voir ça. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.